Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 21 avril 2021. Au programme, on continue notre discussion sur la question de violence conjugale. On parlera aussi de l'entrepreneuriat au féminin, place à la diversité, et le contexte sociopolitique. On cherche des informations sur le statut des minorités culturelles et sexuelles, et on finit avec la certification en leadership inclusive. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. 10 victimes d'un féminicide depuis le début de l'année, c'est énorme. Il ne faut plus poser de questions, mais plutôt passer à l'action. Pour en parler, je reçois Mme Anouk Saint-Onge, commandant-chef du poste du quartier 27 dans Antique, mandataire corporatif de dossiers violences conjugales et intrafamiliales. Mme Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Comme j'ai dit, alors c'est 10 victimes d'un féminicide depuis le début de l'année, c'est beaucoup. Comment expliquez-vous cette montée de violence conjugale? Ben, c'est certain qu'on croit que la pandémie a sûrement eu un impact sur la violence conjugale. Donc, c'est reconnu mondialement que la pandémie et le confinement ont exacerbé les violences au sein des familles, donc inévitablement au sein du couple. Est-ce que c'est la seule explication? Je pourrais pas vous dire, mais ce n'est une qui est très probable. Ah, mais la violence conjugale, quand même, elle existait, et puis il y avait quand même des indices en augmentation. Jusqu'à quel point la pandémie a aggravé cette problématique? Ben, en fait, la pandémie, c'est surtout avec aussi le confinement. Donc, ça limite l'accès à la famille et aux amis des victimes. Donc, il y a plusieurs victimes aussi qui sont en télétravail, donc qui sont confinées, si on veut, avec leurs agresseurs. Il y a moins de répit, je pense. Avant, tu sais, la victime pouvait aller travailler, donc elle avait un certain répit, elle pouvait voir sa famille, ses amis. Donc, en ce moment, c'est quand même plus limité. Fait que ça, c'est une peut-être des raisons qui fait en sorte que la situation elle a changé avec la pandémie. Selon les statistiques, seulement 30% des femmes victimes de violences conjugales font des plaintes. Selon vous, quelles sont les raisons qui limitent le nombre de femmes qui font des plaintes? En fait, en violence conjugale, il y a toujours eu un chiffre noir, ce qui veut dire une partie donc qui porte pas plainte à la police. J'ai de la difficulté, par contre, à vous dire d'où vient exactement le 30%. En violence conjugale, c'est une dynamique qui est particulière. Certaines victimes peuvent avoir de la difficulté ou une impossibilité à faire le 911 et d'appeler la police ou d'aller dans un poste de quartier. C'est pour ça que moi, en tout cas, je dis que c'est plus aux gens alentour de dénoncer la violence. Ils ont vraiment un rôle important de la dénoncer pour la victime. Si celle-ci est incapable de le faire, ça serait comme une façon, si on veut, là, d'avoir un chiffre plus réel et de porter plainte pour eux, si on veut. Comment, comme partenaire aussi, comment inciter ou encourager cette personne à porter plainte en cas de violence conjugale? Bien, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les victimes ne portent pas plainte à la police. Entre autres, il y a la peur, le contrôle et d'autres raisons. Comme je vous ai dit, il y a une dynamique particulière à la violence conjugale. C'est sûr que moi, je réitère encore que si la personne, une victime, sa vie est en danger, là, elle doit absolument fuir ou faire la 911. Puis ça, c'est même durant le couvre-feu, là, je tiens à le dire. Les policiers sont là pour aider. Puis juste de dire qu'il y a aussi de l'aide auprès des victimes, qui est toujours présente, même en situation de pandémie. Puis je réitère que c'est l'importance des témoins, je pense, de dénoncer la violence conjugale, de prendre position contre la violence conjugale quand on a quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille qui en est victime, de le dénoncer. Juste faire attention pour pas non plus s'impliquer, pour pas se mettre à risque, mais d'appeler la police. Puis lorsque la police va arriver, ben aidez-nous à poursuivre l'individu devant les tribunaux en faisant une déclaration. Donc ça peut être une façon d'aider la victime. Puis je voulais quand même le mentionner, là, pour ceux qui ont recours à la violence, il y a aussi de l'aide qui peut être disponible pour eux. Oui. C'est une partie qui est très importante pour nos auditeurs, nos auditrices. Quelle est la procédure quand la police reçoit un appel d'une victime de violence conjugale? Okay.
Bien, en fait, ce sont nos policiers en poste de quartier qui reçoivent les appels. Donc, les policiers vont se déplacer sur les lieux en fonction de la priorité d'appel. Donc, les policiers vont rencontrer la victime. C'est eux qui vont faire les premières démarches d'enquête. Donc, ils vont prendre la version des faits. Ils vont s'assurer qu'elle est en sécurité, là, qu'elle n'a pas besoin de soins médicaux. Donc, ils vont prendre sa version des faits. Ils vont vérifier le niveau de risque de la situation, puis ils vont la référer à des maisons d'hébergement ou s'assurer qu'elle est en lieu sûr. Donc, on s'assurer vraiment qu'elle est en sécurité. Ils vont la référer systématiquement au CAVAC et au CLSC. Par la suite, c'est sûr que l'individu suspect va être arrêté par nos policiers. Puis, par la suite, le dossier va être soumis à nos sergents détectives. Donc, au SPVM, ce sont des sergents détectives qui font toutes les enquêtes en matière de violence conjugale. Donc, c'est eux qui vont prendre le relais, vont recommuniquer avec la victime, vont faire l'enquête en bonne et due forme. Puis, par la suite, ils vont soumettre un dossier au DPCP. C'est le DPCP qui va déterminer là, s'il y a assez de preuves là, pour procéder. Mm-hmm. Vous avez parlé des maisons d'hébergement. Malheureusement, il y a moins en moins de places disponibles. Comment la police assure la sécurité des victimes, surtout pour quitter le cercle de violence? Ben, en fait, comme je vous disais, nous, dans tous les cas de violence conjugale, on va faire des démarches actives pour localiser le suspect. Donc, celui-ci, quand il va être localisé, va être détenu selon la situation, ou il va être libéré généralement avec des conditions pour assurer la sécurité de la victime. Donc ça, c'est la première chose pour assurer sa sécurité. La victime va être informée de ses conditions et quoi faire quand l'individu brise ses conditions. L'autre chose, c'est on fait des démarches pour trouver une maison d'hébergement ou un lieu sûr. Donc, les policiers là, vont toujours trouver une solution pour la victime. Dans certains cas où, admettons, il n'y aurait pas de maison d'hébergement sur le champ, vont vraiment s'assurer là, que la victime est en lieu sûr. Il y a d'autres moyens. Mm-hmm. Puis, comme je vous dis, ben, c'est certain que chaque victime est référée à CAVAC et au CLSC pour de l'aide également. Oui. À chaque drame familial, souvent on pense à la police, mais je me demande, est-ce que la police possède les balises juridiques et la formation adéquate pour agir plus tôt et sauver des vies? Le code criminel, il n'y a pas d'infraction spécifique en matière de violence conjugale. Par contre, la violence conjugale, la violence en partenaire intime est reconnue dans le code criminel. Au Québec, donc, il y a une politique ministérielle donc qui fait en sorte que les policiers de l'ensemble de la province ont l'obligation de dénoncer les cas de violence conjugale. Donc, les policiers n'ont aucun pouvoir discrétionnaire. Ils doivent dénoncer lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il y a une infraction criminelle. Par contre, les policiers peuvent intervenir juste en fonction des lois, effectivement. Donc, il y a des comportements qui ne sont pas inclus au code criminel, mais qui sont de la violence conjugale, qui sont inacceptables, comme la violence verbale, le dénigrement ou le contrôle. Donc, ce ne sont pas des infractions criminelles. Donc, on ne peut pas soumettre un dossier au procureur. Par contre, je vous dirais que pour ces comportements-là, qui restent inacceptables, bien, les policiers réfèrent la victime vers des ressources pour de l'aide. Vous parliez de formation. C'est sûr que je vais vous parler pour le SPVM. On a quand même une structure importante en matière de violence conjugale, puis ça depuis plusieurs années. On a un mandataire au dossier qui est un cadre qui est moi. Je suis assistée d'un conseiller qui travaille en violence conjugale avec moi à l'année longue. Puis je voudrais qu'on cherche toujours les meilleures pratiques. Là. On est constamment à rechercher les meilleures pratiques et à s'améliorer. On a depuis environ 15 ans des agents violence conjugale intrafamiliale. On les appelle nos agents VCI. On les a dans chaque poste de quartier. Ce sont des policiers ressources. Donc, dans chaque unité et dans chaque centre d'enquête, il y a un policier ressource en matière de violence conjugale. Il diffuse de l'information aux autres policiers. Il accueille les nouveaux policiers, les nouveaux enquêteurs. Puis, il travaille vraiment en partenariat avec nos partenaires locaux qui interviennent en matière de violence conjugale. C'est vraiment une bonne pratique qu'on a au SPVM là, qui nous permet là, de conscientiser l'ensemble de notre personnel sur la violence conjugale. Est-ce que le fait que depuis le début de l'année, il y a 10 victimes, ça vous a interpellé, ça vous a poussé à changer peut-être votre stratégie? Ben, en fait,
comme je vous dis, moi, ça fait depuis 2 ans que je suis la mandataire. Ça l'a fait ressortir, je pense, beaucoup au niveau du public, la problématique. Mais, tu sais, moi, j'étais conscientisée. C'est sûr que on continue à faire ce qu'on faisait déjà. On fait beaucoup de choses en matière de violence conjugale. Puis, comme je vous dis, on recherche beaucoup les meilleures pratiques. Puis c'est sûr que quand on a 10 féminicides qui arrivent, ben ça nous le rappelle au quotidien. Mais je vous dirais que ça faisait partie de mon mandat depuis les 2 dernières années. Anouk Saint-Ange, commandant chef du poste du quartier 27 dans Antique, mandataire corporatif du dossier violence conjugale et intrafamiliale. Merci, au plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Un autre enjeu social, c'est celui, le statut des minorités culturelles et sexuelles, mais aussi en lien avec le contexte socioculturel, politique, sociopolitique canadien. Pour en parler, je reçois Denise Haley, anthropologue, chercheur à l'Institut national de recherche sociale, urbanisation, culture et société. Madame Haley, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler du contexte et les raisons qui vous ont poussé à réaliser votre ouvrage sur le statut des minorités culturelles et sexuelles? Oh, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord un fait professionnel. J'ai en ce moment un projet sur les extrêmes droites canadiennes. Et donc, on est en train de collecter l'information et des discours, disons, de corpuscules suprématistes, droite chrétienne, ce genre nationaliste, ethno-nationaliste. Et tous ces regroupements ont un discours anti-minorité extrêmement virulent, parfois même extrêmement violent. Donc ça a été une première raison, c'est-à-dire, il faut regarder ça de plus près parce que véritablement, il y a un mouvement qui est pour l'instant minoritaire parce que les corpuscules d'extrême droite sont extrêmement minoritaires au Canada, mais quand même, il y a ça. Il y a d'autre part beaucoup plus visible, beaucoup plus important peut-être, tout le débat sur le racisme qui n'en finit pas depuis des années et avec la résistance de la CAQ et des élites actuelles au pouvoir de reconnaître le racisme systémique. Donc, ce qui veut dire que, le racisme est attesté comme une réalité sociologique depuis très longtemps, est reconnu par des lois, et même reconnu par la loi sur l'équité en emploi, votée en 1986 au Québec. Donc, cette résistance démontre qu'il y a un réel problème et qu'il y a un refus de reconnaissance et d'insertion des minorités culturelles et sexuelles. Il y a la montée, évidemment, de l'importance des médias sociaux où se divulguent maintenant des discours sans aucun contrôle. Non seulement parce que le gouvernement n'intervienne pas, on va avoir... On va avoir la première loi certainement déposée, projet de loi déposé au fédéral au mois d'avril sur le compte des médias sociaux et des grandes plateformes, mais on n'a rien vraiment pour l'instant et surtout on a une fin, si j'ose dire, censure ou de contrôle des contenus par les médias imprimés, par la télé, les postes de télé traditionnels, ce qui filtrait énormément l'information avant et ce qui se diffusait comme discours public. Maintenant, il y a une liberté totale de dire n'importe quoi sur les médias sociaux et on voit une prolifération de débats et de propos sinon racistes, discriminatoires. Et puis, il y aurait encore peut-être toute la question des statistiques qui montrent qu'il y a une hausse des crimineux au Canada, légère mais constante depuis qu'on enregistre les crimineux, c'est-à-dire depuis 2006. Quels sont les aspects que vous avez abordés dans cet ouvrage? Alors, l'ouvrage se compose de, disons, 4 parties.
partie, j'ai fait moi-même une introduction qui se veut un peu un historique du statut des minorités et pourquoi il y a peut-être une telle résistance à leur insertion. Et un des grands facteurs, je pense, et qui paraît paradoxal, mais qui sociologiquement fait du sens, c'est que les minorités, depuis l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ont gagné beaucoup de droits. Et il y a une résistance très très forte d'une partie des populations des sociétés occidentales à admettre ce gain de droits. Donc, ça c'est la première partie. Dans une analyse un peu plus, disons, profonde, un peu plus sérieuse, c'est toute la montée des inégalités, parce que la question culturelle et de la différence culturelle, c'est aussi une question d'inégalité socio-économique et de refus d'accès à certaines populations, dont les minorités, à une égalité de droits. Donc c'est la question de la montée des inégalités et c'est beaucoup plus large, c'est toute l'évolution socio-économique et particulièrement le néolibéralisme. Ça c'est la première partie, j'ai essayé de faire un contexte. La seconde partie est une étude de cas, c'est-à-dire de montrer comment s'exprime le mépris ou la haine des minorités par des acteurs complètement différents. Donc on a pris un parti de la droite chrétienne anglo-canadienne. On a pris la Fédération des Québécois de souche pour illustrer ce qui est l'ethno-nationalisme franco-québécois, qui est très anti-minorité. Et on a pris des propos de résidents, ce que les auteurs appellent des citoyens ordinaires, et voir comment ils parlent des quelques étrangers qui sont dans leur petite ville, une petite ville de Mauricie. Donc c'est des illustrations de cas, comment s'exprime ce mépris ou cette aversion des minorités. La troisième et quatrième partie sont beaucoup plus techniques en un sens. Moi-même, avec des assistants, je fais un historique de la législation contre la haine des minorités, donc contre les criminels au Canada, et comment les minorités, des minorités, particulièrement la minorité juive dans les années 60, enfin depuis les années 60, et la minorité musulmane depuis les années 2000, ont essayé et parfois réussi à modifier la législation. Donc c'est une évolution de la législation pour arriver en fin de texte à poser la question actuelle, c'est-à-dire comment les États vont se décider et vont aussi faire pour contrôler la haine en ligne, qui est vraiment le gros problème actuel, parce que la haine en ligne ne concerne plus seulement les minorités culturelles ou sexuelles, mais maintenant elle concerne le personnel politique. Exactement. Donc les élites politiques sont concernées et vont agir, et c'est pas facile, et techniquement et légalement. Bon, ça. Et cette partie aussi a un aspect, alors là vraiment encore plus technique, qui sont les difficultés des services statistiques et des services de police à enregistrer les criminels. Des difficultés qui proviennent de lacunes, peut-être de mauvaise volonté parfois, mais aussi de toute une question de définition. Qu'est-ce que c'est que la haine? Qu'est-ce que c'est qu'un criminel? C'est défini légalement, mais c'est encore très très vague. Donc c'est à peu près ça le volume. Vous avez parlé de... Je fais une petite conclusion sur les problèmes qui s'annoncent. Vous avez parlé de la législation. Est-ce que la législation canadienne actuelle a assez de balises pour protéger des minorités culturelles et sexuelles? Non, en un sens, non, parce que là, c'est une question d'égalité, à mon sens. C'est l'accès, c'est l'égalité d'accès à la justice. Si vous êtes victime d'un criminel, c'est-à-dire on vous insulte dans la rue parce que vous portez le foulard, ou parce que vous êtes homosexuel, ou parce que vous êtes noir, vous avez une manière au Canada, selon le code criminel, de porter plainte auprès de la police.
Mais c'est extrêmement compliqué parce que d'abord, les policiers sont souvent pas formés du tout pour enregistrer ou ne veulent pas enregistrer. Ça, c'est un des premiers problèmes. Mais surtout au niveau légal, pour que votre plainte aboutisse, il faut que vous ayez preuve que la personne qui vous a insulté, ou vous a craché dessus, ou vous a brutalisé physiquement, avait une intention haineuse. Alors imaginez-vous, la plupart du temps, les crimes haineux sont commis par de jeunes hommes blancs en dessous de 35 ans en moyenne. Et en général, quand quelqu'un commet un crime haineux, il s'enfuit à toute vitesse. Bon, alors, vous ne pouvez pas faire la preuve, et c'est rare qu'il y ait des témoins, et même si les témoins sont là, bon, si vous avez des témoins et qui veulent bien témoigner. Donc, légalement, c'est extrêmement compliqué. On avait un recours civil avec un article de la loi canadienne sur les droits et libertés. Il a été annulé. Et depuis, on a, pour ainsi dire, très peu d'avenues. Vous pouvez attaquer dans une commission des droits pour discrimination. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est encore très, très peu favorable à la défense des minorités quand elles sont attaquées vraiment ouvertement, quand ce mépris ou cette haine s'exprime ouvertement, soit verbalement, soit physiquement par des coups. Oui, il y a un autre angle peut-être, parce que là on parle de monsieur, madame, tout le monde qui fait des actes, mais jusqu'à quel point des décisions politiques et des propos dans certains médias contribuent à la polarisation de la société qui nourrissent cette haine? Écoutez, on a un cas, à mon avis, flagrant en ce moment, c'est la loi 21. Sans en avoir l'air, la loi 21 est en train de dresser les minorités religieuses comme une menace à l'unité nationale franco-québécoise. Ce qui est, en termes de droit, et pas simplement en termes de droit canadien ou de multiculturalisme comme les nationalistes conservateurs sont en train de le dire, une atteinte véritablement aux libertés fondamentales. La liberté religieuse, c'est une manière de diviser qui me semble évidente, et d'ailleurs c'est le propos, c'est de dire les minorités divisent, donc il faut attaquer, et ça c'est de l'électoralisme ethno-nationaliste, tout simplement. Bon, alors la CAQ là-dessus sont des conservateurs autoritaires, et ils sont assez doués pour ce genre de propos. C'est la même chose sur le débat qui va arriver sur la loi 101. On va vous dire que Montréal, le français est en déclin, s'il est en déclin, c'est la faute des émigrés, et c'est la faute des anglophones. Donc on joue encore à la division et à l'imagerie de la division et du risque sur la majorité francophone, alors que si on était si intéressé à la sauvegarde de la loi 101, on ferait des réformes dans l'enseignement, parce que vous avez à peu près un tiers des étudiants qui sortent du secondaire qui ne savent pas écrire et qui parlent un français qui est une forme de pidgin. Donc, on voit très bien que c'est un discours électoraliste et qu'on va nulle part et on divise. Mais on divise pour gagner le pouvoir. Exactement. Alors, c'est purement politique. Comment ? Alors, c'est purement politique. Oui, c'est un propos politique, évidemment. Mais un propos politique au sens le plus négatif, et je dirais le plus vulgaire, c'est-à-dire électoraliste. Oui. Parce que le politique peut avoir une dimension éthique, égalitaire, mais là, c'est tout le contraire. Et ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que les principaux ténors de cette réforme, particulièrement la CAQ et particulièrement le ministre en charge, par exemple, sont des juristes. Donc ils savent très très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas un discours qui sort des nimbes. Ce sont des juristes qui savent très bien qu'ils portent atteinte à la charte, dans le cas canadien, mais peu leur importe. C'est pas
ça qui est l'important. L'important, c'est de gagner les prochaines élections. Exact. Denise Haley, anthropologue, chercheur à l'Institut NRS. Merci et au plaisir. Au plaisir. Merci à vous. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, notre deuxième partie, on parlera de l'inclusion de la diversité. Mon premier invité est Sarah Rebé, présidente de l'OINROB, l'OIN Tuxedo. Sarah Rebé, bonjour. Bonjour Mohamed. Ça va bien ce matin? Ben oui, ça va super. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, avant de parler de l'inclusion, pouvez-vous nous dire, comme votre entreprise, comme exemple, comment vous avez adapté au contexte de la pandémie? Alors, donc nous, l'OINROB, l'OIN Tux, en fait, on fait de la location de tenues de soirée pour hommes et femmes, et c'est sûr que quand la pandémie arrive, on perd littéralement 100% de nos revenus, puisqu'il n'y a plus d'événements, plus de balles de graduation, plus de tapis rouges, plus d'événements finalement. Et donc au début du confinement, je le prends assez mal parce que j'aimais, et mon équipe et moi, servir nos clients. Donc ça a été un peu difficile, je dirais les 5 premiers jours. Et en fait, je me suis dit, si une personne comme moi vit ça assez mal, et pourtant je me sens plutôt quelqu'un de fort, je me suis dit que certainement d'autres personnes étaient dans le même cas. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis le réseau de l'OINROB et la ligne téléphonique de l'OINROB pour écouter les personnes qui vivaient mal le confinement. Donc, d'abord, j'ai voulu vraiment aider notre communauté et les clients de l'OINROB à vraiment dépasser ça, parce que je pense que c'est un moment qui a été difficile pour beaucoup de monde. Et en quelques semaines, en fait, on a eu une vingtaine de personnes qui nous ont demandé soit des conseils, soit juste le fait d'écouter, en fait. Ils avaient besoin qu'on les écoute. Alors, ça m'a donné aussi l'idée ensuite de tout simplement de rassembler un maximum les gens une fois à toutes les 2 semaines. On a créé des soirées glam up. Alors, on demandait aux hommes, aux femmes et aux enfants de simplement s'habiller, puis de venir trinquer lors d'un apéro, j'ai envie de dire, virtuel. Donc, on a fait ça une fois à toutes les 2 semaines. Et donc ça, c'est vraiment le côté, j'ai envie de dire, communautaire, vraiment rester proche des gens. Et puis, honnêtement, humainement, moi, ça m'a aidé énormément aussi. Donc, il y a une partie un peu plus égoïste dans ça. Mais c'était important pour moi de faire ma part. Oui. Et si on parle de business, je me suis rendu compte aussi que l'amour triomphait toujours et que les seuls événements qu'il y avait ici à Montréal, c'était les mariages. Et donc, on a pivoté et on a proposé donc la location de robes de mariée, tuxedo, etc. Donc, un peu plus que d'habitude. En fait, on a vraiment pivoté. Alors, la pandémie a créé quand même de nouvelles opportunités pour vous. Est-ce que c'est le cas pour d'autres entreprises aussi? Je pense que oui. Je pense qu'on a beaucoup d'entreprises ont su pivoter ou ont su en tout cas créer des opportunités. Moi, pour ma part, par exemple, la première chose que j'ai voulu faire, et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à l'avoir fait, c'est tout simplement de réduire les dépenses. Et je me suis dit, le premier poste de dépense pour un entrepreneur, c'est le loyer commercial. Et je me suis dit, j'ai essayé de penser out of the box. Et j'ai pensé que simplement les hôtels, qui étaient eux aussi un secteur d'activité sinistré, je pouvais me rallier à eux. Et c'est ainsi que j'ai déménagé mon showroom au Sheraton, qui est sur René Lévesque à Montréal. Et on a décidé tout simplement d'allier nos forces et nos expertises pour proposer maintenant des mariages clés en main, des mariages intimes clés en main. Donc on propose robe de mariée, tuxedo, mais aussi la chambre présidentielle, notaire, gâteau, traiteur. Donc je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de résilient, de patient, mais aussi quelqu'un qui doit très vite penser en dehors de la boxe. Et on est beaucoup d'entrepreneurs à l'avoir fait, et je suis très fière de la communauté entrepreneuriale en général ici au Québec. On parle maintenant souvent de relance économique. Comment vous voyez l'après-pandémie?
L'après-pandémie, je pense que c'est important qu'on comprenne que pour une relance économique viable, durable, ça doit passer par une équité. On doit intégrer finalement les personnes issues de la communauté, aussi bien les autochtones que les immigrés, que les gens issus de la communauté LGBTQ, mais également, j'ai envie de dire, et on l'oublie aussi souvent, les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. Ça doit faire partie de l'ADN de l'entreprise, et je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment que les gens ou les entreprises ou les institutions ne regardent pas toujours avec le même prisme. Il faut que ce soit inscrit dans l'ADN de l'entreprise, d'aller chercher des personnes qui regardent les choses différemment. C'est sûr que ça va permettre de gagner des parts de marché, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, qu'on soit dans le domaine du service ou dans le domaine manufacturier. Si on s'allie avec des employés ou des gens issus de communautés différentes, eh bien, ça peut que nous aider à grandir en tant qu'entreprise. Et je crois que ça, c'est important. Il ne faut pas que ce soit juste une trend, si vous me permettez le mot en anglais, ou une mode, pour faire bonne figure face aux médias. Je crois que c'est important de vraiment comprendre l'intérêt sine qua non pour une viabilité de l'entreprise, mais aussi une viabilité de la société québécoise en particulier. Montréal est une ville multiculturelle. Jusqu'à quel point cette orientation est réellement traduite sur le terrain au niveau de représentation de la diversité? Par exemple, au sein des conseils d'administration, vous siégez sur 2 conseils, entre autres. Oui, exactement. En octobre, on m'a proposé de siéger au conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, j'avais été nominée. Il y a eu un vote, etc. Donc, j'ai été j'avoue, très heureuse, très agréablement surprise, parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à cela, c'est que le président, M. Michel Leblanc, me disait, au niveau de la parité, on est déjà dans la parité homme-femme, ils ont aussi des gens qui représentent la diversité culturelle, et moi, on m'a vraiment approché pour représenter les petites entreprises, les travailleurs autonomes et les petites entreprises, les TPE finalement. Donc c'était vraiment aussi, là aussi, une volonté de la Chambre de montrer la diversité, mais dans son ensemble. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à la Chambre de commerce parce que pour moi, c'était vraiment les grandes institutions, etc. Et ça prouve, et c'est ce que j'aime avec la Chambre de commerce, comme on dit, il y a une expression québécoise que j'aime beaucoup, les babines suivent les bottines. Alors, je crois que en étant un organisme, un des plus grands organismes privés au Québec, le fait de montrer l'exemple, ça va montrer finalement l'exemple à d'autres entreprises aussi d'emboîter le pas. Parce qu'en fait, je dirais que oui, il y a quand même des personnes issues, j'ai envie de dire, de l'immigration, comme je disais, de LGBTQ dans des conseils d'administration, mais c'est pas encore assez. Alors, je crois que c'est un combat de tous les jours. Et voilà, donc. Mais quel rôle à ce moment-là quel rôle vous jouez à ce moment-là pour influencer vos collègues ou le secteur où vous êtes? Quel rôle, excusez-moi, j'ai mal entendu. Quel est le rôle, en fait, votre présence, quelle sera l'influence que vous aurez à faire pour avoir plus de diversité, pour encourager plus une relance économique inclusive? Il faut montrer aussi l'exemple, je pense. Moi, quand j'ai lancé Loup une robe il y a maintenant 8 ans, oui, je suis issue de l'immigration, mais très rapidement, même je voulais casser les dictats de la mode, tout ce que la société avait fait par rapport à la mode. Donc montrer des femmes rondes, montrer des personnes asiatiques, des personnes androgynes. Moi-même dans mon staff, j'ai bien évidemment des personnes, des Québécois dits pure souche, mais j'ai des gens issus de l'immigration, transgenres aussi. Donc j'ai vraiment
de tout, parce que ce qui est important pour moi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer de ma petite personne quand il y a des discussions, quand il y a des choses à faire, c'est d'expliquer que l'enveloppe corporelle, c'est rien en fait. Ce qu'on veut, c'est le cerveau derrière, c'est l'âme derrière. Donc c'est important aussi d'écouter, de donner la chance, que ce soit à des jeunes ou à des personnes âgées. Moi, je suis née, j'ai grandi en France et les comment dirais-je, les rebuts, ou en tout cas ce qui pouvait éviter d'avoir un job, c'était d'être jeune, moins de 25 ans, ou âgé. C'était d'être une femme, parce que là aussi, être une femme, ça peut être un critère de disqualification, si vous me permettez, parce qu'on pense qu'elle va forcément tomber enceinte et avoir des enfants. Voilà. Il y avait aussi le fait d'être handicapée et bien sûr l'ethnie. Alors ça, c'est des choses qu'il faut casser, parce que si on s'arrête à ça, on reste dans une société qui n'avance pas. Donc c'est à nous, issus de l'immigration, qu'on soit autochtone, qu'on soit de la communauté LGBTQ, de comprendre notre rôle et de ne pas être, si vous me permettez de l'expression, juste d'être des figurants, le faire valoir ou oui, c'est ça, le faire valoir, ou l'étendard d'une entreprise. C'est aussi de prendre ses responsabilités, puis de vraiment donner son opinion. Effectivement. Est-ce que vous sentez un vent de changement au sein de votre milieu pour mettre plus de place aux personnes, aux femmes issues de la diversité? Oui, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une volonté des grandes entreprises et même parfois de la politique qui essaye de pousser à ça. Mais je crois aussi que les personnes de la communauté doivent aussi prendre conscience que c'est à eux aussi d'aller chercher tel ou tel poste ou tel. C'est vraiment. Il y a aussi, vous savez, c'est comme tout en fait. Il faut être deux pour faire quelque chose. Il peut y avoir les entreprises qui essayent de faire bouger les choses, mais sinon, en tant qu'émigrés ou en tant que femme, on n'ose pas. Et puis on le voit, beaucoup de femmes, avant même de déposer une candidature, veulent avoir 100% des qualifications demandées, alors qu'un homme, même s'il a 40 ou 50% de ce qui est demandé sur la description de job, va y aller. Donc il y a ce côté-là aussi où il va falloir que les femmes, parce que les femmes aussi sont bien évidemment victimes de discrimination, les femmes et les communautés dont je parlais tout à l'heure, eh bien prennent le taureau par les cornes et se disent qu'ils sont capables et qu'il faut qu'ils aillent chercher et avoir la tête haute et aller chercher ce poste ou autre. Sarah Rébé, présidente de l'UNROB et l'UNTuxedo, merci, au plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. L'ouverture à la diversité dans une entreprise passe certainement par la volonté de ses gestionnaires, mais aussi par la formation et le savoir-faire. Un nouveau programme pour accompagner les entreprises à réussir une gestion plus inclusive et participative a vu le jour récemment. Pour en parler, je reçois Mme Danielle Henkel, présidente de Danielle Henkel TV, top 5 des femmes les plus influentes du Canada. Mme Henkel, bonjour. Monsieur Baron, bonjour, je vous remercie de me recevoir. Ça fait un grand plaisir. Alors, vous avez lancé avec Arnaud Granata d'Infopresse un programme de certification en leadership inclusif et participatif. Quel est le contexte et les objectifs de ce programme? Bien écoutez, comme vous venez de l'annoncer, vous savez que la diversité et l'inclusion sont centrales en ce moment dans les préoccupations des entreprises. Les mouvements sociaux, la pénurie de la main-d'œuvre, mais aussi cette dernière année avec la COVID-19, eh bien, toutes les organisations sont obligées de revoir leurs pratiques, Monsieur Baron, de leadership et de gestion. Puis le programme, on a décidé qu'il doit viser à outiller concrètement à l'aide de formations qui sont données par des experts en leadership et non pas juste par des professeurs. Ce sont vraiment des gens de terrain qui vont partager leurs connaissances en leadership. Il y a aussi la participation d'entrepreneurs invités
aussi font partie de la diversité pour qu'on comprenne justement le parcours, les biais qui ont peut-être entouré ces entrepreneurs-là, visant leur réussite ou pas, des futurs gestionnaires aussi, et sur toutes les questions qui entourent le leadership participatif et inclusif, le recrutement, la gestion humaine, en passant par la gestion de la diversité et de l'inclusion. Quelle est la spécificité de ce programme par rapport à d'autres qui existent, qui favorisent la diversité dans le milieu d'affaires? C'est un programme qui se distingue par rapport aux autres formations en leadership parce que c'est le premier du genre à non seulement intégrer les notions de leadership participatif et inclusif, mais aussi parce que c'est le premier programme qui fera vivre la diversité, Monsieur Baronne, aux participants. Donc, on s'est associé, DanielEnkel.tv et InfoPresse, et on a décidé de créer une bourse pour la diversité entrepreneuriale qui va permettre à 5 personnes par cohorte de 20, donc pour un total de 25 participants, d'accéder gratuitement au programme à l'aide des partenaires dans les communautés qui, eux, connaissent les gens avec qui nous travaillons. Exemple, on a fait, d'ailleurs, ce programme est unique parce qu'on est allé chercher un genre de 360. Non seulement on a les experts pour donner les formations, nous avons les entrepreneurs qui vont venir partager leurs connaissances, nous avons été chercher des partenaires, les organismes qui sont sur le terrain comme Femmes Essor, l'OPHQ qui est l'Office des personnes handicapées du Québec, la Fondation Émergence par exemple qui, elle, passe son temps à éduquer sur l'état des lieux pour les LGBTQ2+. On est allé aussi, on est accompagné par la Jeune Chambre de commerce, par le Conseil du patronat du Québec, et nous avons par exemple le groupe 3737 aussi. Donc c'est un 360. C'est vraiment une formation qui est complète et qui se veut active, Monsieur Baronne, active. On va la vivre, cette diversité. On va la voir avec nous. On va juger non pas la différence, mais les compétences. Le programme cible des dirigeants et dirigeantes d'entreprises et leurs gestionnaires. Quel type d'entreprise ciblez-vous? Nous vivons toutes les organisations, qu'elles soient publiques, Monsieur Baronne, qu'elles soient privées, qu'elles soient gouvernementales, des OBNL et associations. Pourquoi? Parce que tous les gestionnaires, tous doivent apprendre à gérer différemment en ce moment pour rendre leur entreprise beaucoup plus performante. On peut plus se passer de la diversité. Et quand on parle de diversité, on parle pas juste de personnes qui ont une couleur. On parle de personnes, les femmes sont incluses là-dedans, les autochtones, les personnes LGBT, les personnes avec un handicap, qui vivent avec un handicap, etc. C'est de la main-d'œuvre, c'est de la compétence, c'est la richesse du Québec. Donc on ne peut plus ignorer cette main-d'œuvre-là. Quels seront les incitatifs pour encourager ces entreprises à adhérer au programme? On a une offre à différents niveaux pour permettre à tous d'y participer. Il y a des prix spéciaux pour les OBNL, il y a des programmes de subvention pour financer tout, ou quelquefois en partie, le programme pour les promoteurs collectifs, par exemple. Il y a des bourses pour les associations partenaires, il y a des forfaits avantageux pour les entreprises qui voudraient permettre à plusieurs gestionnaires et futurs gestionnaires de participer, et bien sûr, la possibilité de privatiser des cohortes pour les entreprises qui veulent personnaliser les formations. Donc, on est extrêmement ouvert en autant qu'on permette justement cet accès à mieux gérer, mieux comprendre la diversité. Mais faut pas oublier que c'est un programme en leadership. Donc, avoir un contact direct avec la diversité, c'est un plus. Mais le programme n'est pas que sur la diversité. C'est vraiment un leadership. J'aime votre slogan, le slogan que vous utilisez, « Ici, on arrêtait d'en parler et qu'on agissait ». Parlez-nous de début de programme et votre première cohorte. Oui, le début. Le programme va débuter au mois de septembre, au début septembre. D'ailleurs, toutes les informations pourront être trouvées, Monsieur Baronne, sont sur la page du programme avec information InfoPresse. Si on va sur le site d'InfoPresse, aussi sur le site de DanielEnkel.tv. Mais c'est là qu'on va trouver toutes les informations en même temps sur les experts qui vont donner les formations. Vous allez trouver aussi toutes les informations sur les entrepreneurs qui vont venir partager leur savoir
et les organismes. J'ajoute une chose importante, c'est que vous voyez le 360, c'est aussi parce que la plupart des entrepreneurs ou des entreprises ou des dirigeants ne connaissent pas la majorité des organismes qui sont sur le terrain, Monsieur Baron, et qui se battent tous les jours pour faire connaître cette diversité et l'avantage de cette diversité, la richesse. Eh bien, dans ce programme, on aura l'occasion de justement connaître tout le monde. Les personnes de la diversité et les organismes qui peuvent nous aider à inclure correctement et à apprendre à communiquer avec cette diversité. La question, selon moi, la plus importante aussi, c'est comment comptez-vous assurer la pérennisation du programme pour qu'il ne soit pas juste un fait de passage? De passage. Ça ne le sera pas, monsieur. Mais de toute façon, on a déjà prévu plusieurs cohortes qui seront prévues chaque année. Une cohorte qui comporte un maximum de 25 participants, bien sûr. Les équipes s'engagent à réactualiser les formations à chaque cohorte en fonction, bien sûr, des besoins des participants. Il y aura des ajouts de formation, il y aura du coaching qui vont permettre de faire évoluer le programme dans les prochaines années. Nous allons être à l'écoute aussi, à l'écoute de ce qui s'est passé dans nos premières cohortes, modéliser, modifier, mais une chose qu'on promet aussi, et ça c'est quelque chose que DanielHenkel.tv va faire avec le plus grand des plaisirs, puisque c'est la mission de DanielHenkel.tv, c'est de faire des portraits à la fin de chaque cohorte des participants et de voir, est-ce que ça a créé de l'emploi? Est-ce que ça a permis à des entrepreneurs ou des dirigeantes et des dirigeants de lier des liens, de faire des choses, d'évoluer, de trouver un emploi? Peu importe. On veut suivre ces gens-là et voir qu'est-ce qui s'est passé grâce justement à être actif, à ne pas parler seulement de « je veux faire de la diversité » ou « je veux inclure de la diversité ». Non, là on va la vivre. On va baisser les biais sur le regard de la différence et on va élever les connaissances et le respect que l'on doit aux compétences et à la méritocratie. Nous aussi, on va suivre l'évolution de votre programme. Je vous souhaite les meilleures des chances. Danielle Henkel, présidente J'espère vous parler prochainement avec de beaux résultats. Avec un grand plaisir. Danielle Henkel, présidente de Daniel Henkel TV, top 100 de femmes plus influentes du Canada. Merci, au plaisir. Au plaisir, M. Baron. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Merci à mon équipe de recherche. Merci à Ron Eddy à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 102.3 FM.